Bienvenue de nouveau, chers spectateurs. C'est la deuxième vidéo du 4e chapitre. Passons aux fondamentaux de l'alimentation de nos circuits. Comme vous le verrez, il existe de nombreuses solutions disponibles pour faire fonctionner vos appareils électroniques. Pensez-vous que chaque solution sera optimale pour n'importe quel circuit? C'est une très bonne question, et nous reviendrons y répondre à la fin de la vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert la plaque de prototypage sur laquelle nous pouvons construire nos circuits composés de composants traversants. Nous devons fournir de l'énergie électrique pour leur fonctionnement, donc nous avons besoin d'une source de tension. Nous avons plusieurs façons d'alimenter un circuit. Vous pouvez choisir des cellules galvaniques bien connues de la vie quotidienne, ou des batteries rechargeables respectueuses de l'environnement. Les accumulateurs. Cependant, maintenant, nous choisissons une autre méthode qui est moins connue. Pour ceux qui n'ont pas encore construit de circuit, l'alimentation de laboratoire est familière. Peut-être seulement des cours de physique au lycée. Le terme laboratoire fait référence à une structure utilisée pour l'expérimentation, le développement et le bricolage. Je parle de la production de nourriture. L'alimentation de laboratoire convertit la tension AC du réseau en une tension DC. Vous avez compris? Il est également possible de contrôler la tension électrique entre les bornes et la limite maximale du courant qui circule dans le circuit. Nous allons le voir, ce n'est pas seulement utile, car il ne s'épuise jamais, mais il a plusieurs autres avantages par rapport à une simple batterie. Bien sûr, si vous avez déjà un appareil similaire, n'hésitez pas à l'utiliser, pas seulement celui qui est montré dans le programme. De telles alimentations ne sont pas vraiment économiques. Que faire si je n'en ai pas chez moi? Y a-t-il un moyen de le remplacer? Malheureusement, pas complètement, mais avec le soin nécessaire, vous pouvez utiliser une alimentation secteur. Cet appareil peut également fournir la bonne tension pour les circuits dans les vidéos, mais il n'a ni option de réglage ni la fonction de limite de courant qui sera présentée plus tard. Plus tard, nous présenterons la fonction de limitation de puissance. La limite de courant est une fonctionnalité de protection très importante, surtout pour les débutants en électronique, car elle peut aider à protéger les éléments du circuit en cas de circuit mal assemblé, en cas de connexion incorrecte. Plus de détails seront donnés sous peu. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur le domaine intéressant de l'électronique, vous aurez certainement besoin d'une alimentation de laboratoire, car c'est un outil exceptionnellement utile. Avant de découvrir l'alimentation de laboratoire, examinons de plus près l'alimentation secteur recommandée en alternative. Comme son nom l'indique, c'est une alimentation qui peut être directement branchée dans une prise murale. L'appareil montré dans le programme produit une tension DC constante de 12 volts entre ses bornes et peut fournir au circuit connecté un maximum de 1,2 A DC. Avec ces paramètres, il est capable de faire fonctionner tous les circuits examinés dans ce programme. Le terminal de l'alimentation secteur est un connecteur circulaire à deux pôles qui ne peut pas être directement fixé à la plaque d'essai. Vous aurez besoin d'un adaptateur. L'adaptateur se compose d'une prise capable de recevoir le connecteur de l'alimentation et d'un contact à deux broches qui peut être enfoncé dans la plaque d'essai. Faites attention à la polarité des broches. Le pôle extérieur de l'alimentation secteur est le pôle négatif et le pôle interne est le pôle positif. Il est donc conseillé de le connecter à la plaque d'essai afin que la polarité puisse être directement lue à partir du rail d'alimentation. Si vous avez déjà réussi à connecter la source d'alimentation à la plaque d'essai, essayez-le. Prenez une résistance de 47 ohms d'une puissance maximale de 5 watts. Heureusement, j'en ai un. Faites attention lorsque vous assemblez le circuit, car il ne doit pas rester allumé trop longtemps. Pendant son fonctionnement, une chaleur importante se développe, donc vous pouvez vous brûler et endommager la plaque d'essai également. Pliez les pattes de la résistance, puis enfoncez-le dans la plaque d'essai. Ensuite, connectez-le à l'alimentation avec deux fils. Une résistance n'est pas sensible à la polarité, donc vous pouvez la connecter à l'alimentation comme bon vous semble.
David, connecte alimentation. Tu sûr? Eh bien, nous verrons comment ça va chauffer. J'ai hâte de voir ça. Je peux vraiment le sentir maintenant. Comme vous pouvez le voir, ces 10 à 15 secondes, il y a largement le temps de démontrer comment le circuit fonctionne. David, s'il te plaît, débranche l'alimentation. En peu de temps, l'alimentation peut chauffer jusqu'à 100 degrés Celsius. Ne laissez pas le circuit allumé trop longtemps. Dans le deuxième chapitre, vous avez appris que les électrons en mouvement, ou le flux de courant, entrent en collision avec les noyaux stationnaires. Ainsi, une partie de leur énergie cinétique est libérée dans l'environnement sous forme d'énergie thermique. Avec un terme technique, elle est dissipée. Le fait que cette résistance soit classée pour 5 watts signifie qu'elle est capable de dissiper cette quantité de chaleur générée par l'énergie électrique sans subir de dommages. Les petites résistances en métal cylindrique ont une puissance inférieure. Elles ont une petite capacité thermique en raison de leur taille et sont capables de dissiper la chaleur sur une surface plus petite. David, peux-tu leur montrer aussi? Bien sûr. Heureusement, j'en ai aussi quelques-uns. Merci. En se basant sur la formule apprise dans le deuxième chapitre, nous pouvons calculer la puissance électrique dans ce cas, car nous savons qu'elle a une tension de 12 V, en courant continu et une valeur de 47 ohms. La puissance peut être calculée avec la formule P égale U au carré divisé par R, ce qui nous donne 3,06 watts, et cela peut provoquer une quantité considérable de chaleur, comme tu peux le sentir aussi. Maintenant, examinons notre alimentation de laboratoire en détail. L'alimentation de laboratoire recommandée est décrite ci-dessous, mais ce que vous avez entendu est généralement vrai pour la plupart des alimentations de la même catégorie. Si vous n'utilisez pas ce type, il vaut également la peine d'étudier cette section, car les caractéristiques sont probablement très similaires. Pour vous familiariser avec cela, vous devez d'abord configurer l'alimentation. Pour ce faire, David, s'il te plaît, connecte l'extrémité appropriée du cordon d'alimentation à la prise à l'arrière de l'alimentation de laboratoire. Et branche l'autre à l'extrémité de la prise murale. Il est recommandé de lire le manuel d'instruction de l'alimentation. L'alimentation peut produire une tension maximale de 30 V. Entre ces bornes, que vous pouvez lire avec une résolution d'un dixième de volt sur l'écran, vous pouvez lire à propos de l'éditeur dans la description. Le courant de sortie maximum peut être de 5 ampères, ce qui peut être lu avec précision en centaines d'ampères. Ici et après, les contrôles individuels sont identifiés en fonction de la numérotation indiquée dans la figure. Je demanderai aussi à David de leur montrer en pratique. Vous pouvez allumer l'alimentation avec. Vous pouvez connecter l'alimentation à la carte de circuit en branchant la fiche banane dans les connecteurs numéro 8 et numéro 9. Il y a 4 commandes au milieu du panneau qui sont des résistances à valeur variable, ou soi-disant potentiomètres, ou pots en abrégé, des mètres ou en abrégé des potentiomètres. D'une part, vous pouvez contrôler la tension entre les bornes de l'alimentation, également appelée tension aux bornes, et d'autre part, vous pouvez définir la limite de courant, c'est-à-dire le courant maximum que nous voulons autoriser entre les bornes. Vous pouvez régler la tension entre les sorties avec les potentiomètres numéro 4 et numéro 5, et le courant avec les numéros 2 et 3. Le terme « course » indique que les potentiomètres numéro 5 et numéro 3 peuvent se contrôler la tension aux bornes et la limite de courant par grands pas. Et avec les potentiomètres fin numéro 2 et numéro 4, vous pouvez ajuster les mêmes quantités par petits pas. Pratiquement, faites d'abord le réglage grossier, puis le réglage fin. La section d'affichage numéro 6 montre la tension entre les sorties en volts, et en dessous, le courant fourni par l'alimentation peut être lu en ampères. La section d'affichage numéro 7 vous indique dans quel mode l'alimentation fonctionne actuellement. Ce sont les acronymes CV et CC.
et nous allons nous familiariser plus en détail avec leur signification plus tard. Nous allons apprendre à mieux nous connaître en détail dans les prochains épisodes. L'ensemble des points consécutifs donne un retour graphique sur la force du courant fourni. Vous pouvez connecter les bornes de l'alimentation de laboratoire au circuit de plusieurs manières. Si vous travaillez sur la plaque d'essai, vous pouvez également utiliser le câble fourni avec l'alimentation de laboratoire à cet effet. À une extrémité, il y a une fiche banane, et à l'autre extrémité, il y a une pince crocodile. Vous pouvez également pincer les pinces crocodile directement sur les fils des composants. David, peux-tu montrer ce câble? Bien sûr, je peux. Merci. Pour plus de clarté, si vous prenez deux fils dont l'isolation est enlevée aux deux extrémités, vous pouvez fixer les pinces crocodile à une extrémité et ensuite enfoncer l'autre extrémité dans les rails d'alimentation de la plaque d'essai avec la polarité correcte. Appuyez sur le bouton coin bas gauche, polarité correcte. Il est très important de s'assurer que les pinces crocodile ou les extrémités des fils ne se touchent pas accidentellement, car cela provoquerait un court-circuit de l'alimentation. Dans ce cas, vous devez également faire attention à la quantité de courant qui circule à travers les fils fins. Les conducteurs à l'intérieur du fil et de la plaque d'essai peuvent devenir très chauds, même avec quelques ampères, au point que l'isolation du fil ou le plastique de la plaque d'essai peuvent fondre. Dans le cas des circuits inclus dans le programme, vous n'avez pas à vous inquiéter de ces problèmes en cas de fonctionnement normal. Nous pouvons connecter l'alimentation à la plaque d'essai. Voyons comment régler la tension de sortie. Tout d'abord, déconnectez les fils de l'alimentation et allumez-la. Regardez ça. Assurez-vous que la limite de courant n'est pas réglée sur 0, afin que les potentiomètres de limitation de courant ne soient pas complètement tournés vers la gauche. Comme vous pouvez le voir, l'écran affiche une certaine tension, mais le courant est à 0, puisque vous n'avez rien connecté aux bornes. Vous n'avez même pas encore signé quoi que ce soit pour les auditions. Je vais essayer ça comme exercice. Pour s'entraîner, réglez différentes tensions de l'alimentation à gauche. Ensuite, ramenez la tension aux bornes au minimum, ce que vous pouvez vérifier car l'affichage ne montre aucune tension. Enfoncez une résistance de puissance de 68 ohms et 10 watts dans la plaque d'essai et connectez ces fils à la prise de votre alimentation de laboratoire. Bon marché, très. David, s'il te plaît, construis ce câblage. Je l'ai déjà commencé. C'est prêt maintenant? Merci! Maintenant, je vais vous demander de tourner doucement les potentiomètres du régulateur de tension, en réglant plusieurs tensions aux bornes différentes, mais inférieures à 12 volts. D'accordé. À présent, commençons avec 2,2 volts. Cet assemblage peut également chauffer considérablement, donc ne l'utilisez pas pendant trop longtemps. Vous pouvez voir que des tensions plus élevées entraînent des courants proportionnellement plus élevés. C'est ça, vous pouvez voir qu'à 6 volts, le courant est proche de 0,1 ampère. Si vous retirez la charge des bornes pendant l'expérience, vous verrez que la tension aux bornes ne change pas de manière significative. David, s'il te plaît, montre-nous ça. La tension doit rester à 8,3 volts. Sur cette base, on peut conclure que l'alimentation de laboratoire maintient la tension aux bornes réglées indépendamment de la charge jusqu'à la limite de courant, ce qui est un énorme avantage par rapport à une simple batterie. David, s'il te plaît, éteins l'alimentation pour que notre circuit ne surchauffe pas. Il est possible que la tension à vide entre les bornes d'une batterie de poche soit proche de la valeur nominale, mais elle peut diminuer en raison de la charge, ce qui est particulièrement spectaculaire lorsque la batterie est presque complètement déchargée.
Avant de passer à l'expérience, faisons un petit détour théorique. L'alimentation de laboratoire est principalement plus qu'une simple batterie de poche, car elle peut réaliser, avec une très bonne approximation, deux blocs de construction qui n'existent qu'au niveau théorique. Voici la source de tension idéale et la source de courant idéale. La source de tension idéale maintient toujours la même tension à sa sortie, peu importe la charge, et c'est là que son courant intervient pour y parvenir. Considérez une source de tension idéale comme un réservoir qui maintient toujours le même niveau d'eau, quelle que soit la quantité d'eau qui en sort, Qui maintient toujours le même niveau d'eau, peu importe combien d'eau en sort. La source de courant idéale fera passer le même courant à travers toutes les charges, de sorte que la tension varie en fonction de la charge. Pensez-y comme à une rivière qui transporte la même quantité d'eau chaque minute, peu importe la largeur ou l'étroitesse de son lit. Avant de continuer, je vais éteindre l'alimentation. Nous ne voulons pas causer de problème. Lors de l'expérience précédente, vous avez pu observer que pendant que vous contrôliez la tension appliquée à la résistance de puissance, CV s'est allumé sur l'affichage de l'alimentation de laboratoire. Cela indiquait que l'alimentation de laboratoire fonctionnait comme une source de tension idéale, c'est-à-dire que la valeur de tension réglée était maintenue entre les bornes, indépendamment de la consommation de courant du circuit. Juste pour Vitaly, il y a quelques-uns. Si vous réglez une tension aux bornes à vide, elle ne change pas significativement même lorsque la charge est connectée. L'alimentation de laboratoire fonctionne comme une source de tension idéale jusqu'à ce que la limite de courant soit atteinte par le circuit connecté. Selon ce modèle, c'est un maximum de 5 ampères. Dans ce cas, maximum 5 ampères. Ce mode d'alimentation de laboratoire peut également être appelé mode générateur de tension. Je suis sûr que tout le monde peut maintenant régler la tension de sortie souhaitée. Mais qu'en est-il du limiteur de courant? Quand cela peut-il même nous être utile? La limite de courant de l'alimentation garantit qu'aucun courant supérieur à la valeur réglée ne peut circuler à une sortie donnée. Quand la limite de courant devient-elle utile? Tout d'abord, si nous voulons protéger nos éléments de circuit contre les surintensités, par exemple, en raison d'un court-circuit, c'est aussi très utile si vous n'êtes pas sûr que tout soit connecté selon vos plans. Avant de continuer, clarifions quelques détails sur la structure interne de l'alimentation. Très simplifié, l'appareil est construit de manière logique, comme le montre la figure suivante. Vous pouvez voir qu'il y a un condensateur tampon dans les sorties. Vous vous souvenez de ce dont dépend l'énergie stockée dans le condensateur. L'énergie stockée dans le condensateur dépend de la capacité et de la tension au niveau du condensateur. Le condensateur tampon est important pour le bon fonctionnement de l'alimentation, mais il est situé après l'électronique de contrôle, donc le courant entre ces bornes n'est pas limité. Donc, si le condensateur est chargé et que les sorties de l'alimentation sont court-circuitées, les sorties auront soudainement un courant élevé qui peut endommager le condensateur. Tout d'abord, retirez tout des bornes de l'alimentation, puis allumez-la. Ensuite, réglez la tension aux bornes comme souhaité, disons 6V. Ensuite, tournez les boutons de limitation de courant à gauche. Cela règle la limite de courant à 0. Vous pouvez voir que CC, courant constant, s'allume et que la tension aux bornes diminue lentement jusqu'à 0. Il est important d'attendre que cela se produise. Parce que la tension aux bornes est la même que la tension du condensateur tampon, vous pouvez voir pratiquement que le condensateur tampon se décharge lentement par l'électronique interne. Ensuite, court-circuiter bornes alimentation. Il est important d'attendre que la tension aux bornes soit à 0, sinon vous risqueriez de court-circuiter le condensateur chargé, ce qui pourrait l'endommager. Maintenant, vous pouvez contrôler la limite de courant. La valeur du courant peut être lue sur l'écran. Régler la valeur souhaitée. Mettons-la maintenant à 0,1 A. Lorsque vous avez terminé les réglages, retirez le court-circuit et vous verrez que la tension aux bornes est réglée sur la valeur prédéfinie. Le courant réel est à 0, mais la limite de courant est valide.
Avec cette séquence d'instructions, vous avez configuré l'alimentation. À partir de maintenant, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez également rencontrer une alimentation où la tension aux bornes ne commence pas à diminuer, même si vous avez réglé la limite de courant à 0. Si vous rencontrez cela, vous devez faire la même chose que ci-dessus, avec les différences suivantes. À l'étape 1, réglez la tension aux bornes à 0. À l'étape 3, après avoir court-circuité les sorties, réglez une certaine tension aux bornes, le point est qu'elle ne doit pas être 0. Après avoir retiré le court-circuit à la dernière étape, réglez la tension aux bornes sur la valeur souhaitée. Pour tester la limite de courant, utilisez la résistance de puissance bien connue de 68 ohms et 10 duvats. Réglez l'alimentation sur une tension de 12 watts et limite courant de 0,06. Notre alimentation a atteint 0 volts, donc maintenant je peux la court-circuiter. Merci David. Après cela, lorsque vous connectez la charge, vous pouvez voir que le courant passe à travers la résistance avec la limite de courant réglée et que la tension aux bornes est inférieure à 12 V. Et le mode CC s'allume. S'il vous plaît, rejoignez la résistance de David. Notre alimentation affiche une quantité beaucoup plus petite, 5,1 volts pour être exact. Augmentez la limite de courant par petites étapes pendant l'utilisation. Utilisez le potentiomètre de réglage fin. Vous pouvez voir que la tension aux bornes change de sorte que le courant correspondant à la limite de courant réglée circule entre les sorties pendant que le mode CC s'allume. Si vous réglez la limite de courant au-dessus d'environ 0,17 A, le mode de l'alimentation changera. Cela sera discuté en détail dans la prochaine section. David, s'il te plaît, augmente la limite de courant. Vous pouvez maintenant voir que la tension augmente. Et vous pouvez également voir qu'après avoir atteint 12 V, l'alimentation a changé de mode pour passer en CV. On peut dire que l'alimentation dans ce mode, lorsque le mode CC est allumé, fonctionne comme une source de courant idéale avec un courant variable. Ainsi, la tension aux bornes est ajustée très rapidement jusqu'à ce que le courant correspondant à la limite de courant réglée circule entre les sorties. L'alimentation ne fonctionne pas correctement à la bonne température. Ce mode d'alimentation est également appelé mode générateur de courant. Il est important de préciser que l'alimentation ne peut être considérée comme une source de courant idéale que dans le mode générateur de courant. Dans ce cas, avec une limite de tension de 12 volts et 68 ohms, cela correspond à une plage d'environ 0 à 170 mm. Capacité de 170 millions d'ampères. Navid, s'il te plaît, éteins l'alimentation et déconnecte la charge. Il est compréhensible que l'alimentation ait des modes générateurs de tension et générateurs de courant, mais qu'est-ce qui détermine lequel sera utilisé? C'est une question tout à fait légitime. Pour comprendre, restons sur le schéma qui a été assemblé précédemment. Si vous augmentez lentement la limite de courant sous charge, vous pouvez voir qu'à environ 0,17 A, l'alimentation passe en mode générateur de tension, c'est-à-dire que le mode CV s'allumera. Cette vidéo est du programme Toute ressemblance est fortuite. Raison. La raison est que la tension aux sorties doit être supérieure à 12 volts pour avoir un courant supérieur à 0,17 A. Et cela ne peut pas se produire car nous avons fixé la tension terminale maximale, c'est-à-dire la limite de tension, à 12 volts. Ou la limite de tension à 12 volts. Pour résumer, nous pouvons conclure qu'il n'est pas vraiment nécessaire de penser à deux modes séparés. Pensez simplement au fait que vous avez défini une limite de tension et de courant maximum. M. Le fonctionnement de l'alimentation est déterminé par leur relation mutuelle. La rétroaction de tension constante CV indique que la tension entre les bornes est la même que la valeur de tension réglée et que le circuit consomme moins que la limite de courant réelle. CC courant constant indique que la limite de courant est entrée en vigueur
c'est-à-dire que le circuit consomme autant que la limite de courant et que la tension entre les bornes est inférieure à la valeur réglée. Dans ce cas, la tension terminale est ajustée de manière à ce que le flux de courant soit le même que la limite de courant. Si vous utilisez un autre type d'alimentation de laboratoire, il peut y avoir quelques différences dans le design extérieur ou le mode d'affichage, mais la différence la plus importante peut être la façon de régler la limite de courant. Il est conseillé de lire attentivement le manuel d'instruction. Il existe des alimentations plus chères qui continuent d'afficher la limite de courant réelle lorsque vous la contrôlez, donc vous n'avez pas besoin de court-circuiter les bornes pour la configuration. Un tel appareil peut être facilement reconnu par le changement de la valeur affichée, même si vous tournez les potentiomètres de limitation de courant lorsqu'il est en condition de non chargé. Lorsqu'on envisage quelle solution d'alimentation utiliser, il est important de garder à l'esprit des facteurs principaux, comme la portabilité. Si la portabilité est une priorité, alors une solution à batterie ou alimentée par batterie est le choix optimal. Il convient de noter que les appareils de fabrication sont fournis avec une alimentation secteur, car leurs circuits fonctionnent à des tensions et des courants connus. Cependant, si vous avez besoin d'un contrôle précis de la tension et du courant, une alimentation de laboratoire est la solution idéale. Cela nous amène à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir rejoints pour l'épisode sur l'alimentation de laboratoire et la plaque de prototypage. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo légèrement inhabituelle et que vous pourrez utiliser ce que vous avez appris à l'avenir. Suivez-nous sur Facebook où nous partagerons des nouvelles sur le programme et à bientôt dans les prochaines vidéos. Auf Wiedersehen.